11h03 très précisément sur Europe 1 en direct pour Elliot de Vallée-Vous. Ravi de vous retrouver, chers auditeurs d'Europe 1, pour votre émission, celle où vous pouvez prendre la parole et échanger avec nos chroniqueurs du samedi, qu'on est heureux de retrouver. Marilyn Hérault, bonjour. Bonjour Elliot, bonjour à toutes et à tous. Et notre tandem du samedi, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu tous les deux un samedi. C'est de la faute d'Alexandre. Georges Fenech, Alexandre Vous voulez que je vous parle de vos voyages à l'île Maurice? Ça Vous auriez pu rajouter les voyages à Marrakech. Vous auriez pu les croisières. Les croisières, Alexandre. Moi, c'est professionnel. Professionnel. Ça se voit, vous êtes tellement bronzé que... Et on était ensemble au salon du livre. Un très bon moment en tout cas. Avec les lecteurs, et c'est vrai que j'ai la chance d'être privilégié. Ah bah oui, vous êtes allé dans une belle croisière. Et la croisière s'amuse. Du bicentenaire. Et il y a les moyens au Figaro. Une belle croisière. Peut-être que la prochaine fois, ce sera avec SpaceX sur Mars. Peut-être. Alexandre Devecchio est avec nous et c'est un plaisir de vous retrouver. Georges Fenech. Plaisir partagé. Comment ça va, Georges? Moi, je vais très bien. Il fait beau et je suis ravi de retrouver effectivement Alexandre, de vous retrouver aussi parce que vous n'étiez pas toujours là, non? Mais vous plaisantez ou pas? J'ai pas pris un jour depuis, je dirais. C'est vrai. D'accord. Le 28 février dernier, puisque je m'en souviens comme si c'était hier. 28 février, c'est quoi? C'est le début de la guerre en Iran. Et il s'avère que je me retrouve quelques jours aux États-Unis. Et ça commence le 28 février. Ça. Dès que vous arrêtez, il y a un conflit, une guerre nucléaire, un conflit mondial. C'est vrai que la dernière fois, c'était les émeutes de banlieue. C'est vrai, c'était effectivement. J'avais voulu prendre quelques jours au moment des émeutes après le drame de Naël, et je m'en souviens comme si c'était hier. Je découvre la vidéo sur les réseaux sociaux de l'intervention du policier et du tir mortel. Je vois cette vidéo et je vous jure que c'est vrai. Je me dis, ça va être un tournant et on va vivre une séquence d'extrême violence. Et j'envoie directement un message à ma direction de CNews et non d'Europe 1, parce qu'à l'époque je n'étais pas à Europe 1. Et je dis à ma direction, je suis disponible dès que vous le voulez. Parce que je sens... Je ne sais pas comment vous expliquer, je sens qu'il va se passer quelque chose. Vous avez plus d'intuition qu'Emmanuel Macron. Non mais en même temps, le pauvre Emmanuel Macron, il a avoué dans certains médias qu'il ne regardait pas CNews, et qui j'imagine n'écoute pas Europe 1. Donc c'est sûr que si vous êtes déconnecté du réel, il est difficile d'avoir de l'intuition pour le président de la République, Georges Fenech. Oui, mais il avait très vite compris la chose. Il avait dit c'est en raison de l'oisiveté de ces jeunes qu'ils ont massacré le pays. Les réseaux sociaux, notamment. Les réseaux sociaux. On a déjà beaucoup de monde au standard et on va parler du président de la République et de cette déconnexion. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a cette déclaration qui a choqué les Français cette semaine à propos de la disparition de la petite Liana. Et Emmanuel Macron a déclaré « On ne répond pas à un drame par des cris ». Et cette formule, elle sidère une nouvelle fois les Français en se disant mais comment se fait-il qu'on ait un président qui soit capable de dire une chose pareille, non pas à l'emporte-pièce, puisque c'est en Conseil des ministres, c'est relayé par la porte-parole du gouvernement. Donc c'est une phrase qui a été pensée, réfléchie, voulue par le président de la République. Et sur le terrain, ce week-end et notamment ce samedi matin, les Français sont heurtés. Je vous propose d'écouter certains Français, certains d'entre eux, notamment à Auch. Auch, c'est là où tous les regards sont tournés, notamment sur les regards sur la procureure qui ne s'est pas saisie du dossier et de l'affaire Liana, comme il aurait fallu l'être, du moins de ce bourreau. Du principal suspect, puisqu'il avait été signalé et des plaintes avaient été déposées auparavant pour d'autres faits extrêmement graves. Écoutez ces Français qui disent mais on a un président qui finalement n'arrive pas à nous comprendre. Pourquoi ? Ce président n'a pas d'enfant, donc il n'a pas d'empathie, je pense. Il n'a pas d'empathie. Nous, on en a des enfants. On le vit comme si c'était nous, quoi, cette histoire. C'est toujours facile quand on a sa position de dire ça. C'est pas lui qui a perdu l'enfant, c'est pas voilà. Donc c'est tout à fait normal quand il y a des défectuosités de la magistrature, de la police, de la gendarmerie. C'est normal que les gens soient révoltés. J'espère surtout que ce drame va servir à ce que la justice fasse vraiment son boulot et qu'on arrête tout ça, quoi. Ça devient invivable et il faut se mettre à la place de la famille. Imaginez aujourd'hui dans quel état ils sont.
Et je vous propose d'écouter également Philippe Devilliers, que vous avez pu entendre entre 10h et 11h sur Europe 1, et qui partage finalement cette position des Français que vous avez entendue. On ne répond pas à un drame avec des cris. Et moi, je lui réponds ceci. C'est dommage que vous ne soyez pas père de famille. Parce qu'une famille, parfois, c'est un drame moral. Un cri. Un cri est nécessaire, un cri est salutaire, un cri, quand il s'agit d'un cri de douleur, un cri d'appel, un cri d'appel au secours, un cri de souffrance, un cri de détresse, un cri de désespérance. C'est le cri du peuple français. Et qu'un président de la République puisse répondre à ce cri qui vient du tréfonds de l'âme française, avec une formule aussi maladroite. Je me dis, cet homme était fait pour être acteur, il y a une erreur de casting. Et même le monde de la culture, et notamment Alès Luce, a réagi dans un long message où visiblement il dévoile une partie de sa vie privée en disant qu'il aurait été agressé dans son enfance. Il dit, et il interpelle le président de la République, il le cite, « On ne répond pas à un drame par des cris. » Sérieusement ? Les mots ont un sens, Monsieur le Président. Comment pouvez-vous évoquer et résumer les rassemblements de lundi par ceci ? Et puis un peu plus loin, il termine par cette formule. Vous aurez traversé 2 mandats ponctués de formules pénantes, brutales, publicitaires, provocatrices, orgueilleuses et presque toujours à côté de nous. Si rarement avec nous. Quel dommage. Définitivement. Marie-Laure et Vincent sont en direct avec nous, mais je voudrais d'abord avoir votre regard d'éditorialiste sur cette déclaration d'Emmanuel Macron. Il y en a eu tant qui ont heurté les Français, mais une fois de plus, que c'est long cette fin de règne. Oui, et Alex Lutz, je trouve a les mots justes quand il dit il est à côté de nous, le président de la République, parce qu'on pourrait revenir longuement sur son bilan. D'autres n'ont pas fait mieux en matière de justice, en matière d'autorité, de régalien, mais avaient su créer un lien avec les Français. Et là, dans sa déclaration, c'est vraiment le problème supplémentaire d'Emmanuel Macron qui lui est propre, c'est que vraiment il a une relation avec les Français. Il est passé à côté, on a le sentiment qu'il prend les Français de haut, qu'ils se sont supérieurs à eux, alors que le rôle du président de la République, c'est d'être avec eux, d'avoir de l'empathie pour eux. Et je crois que c'est pour ça que les Français en veulent vraiment personnellement à Emmanuel Macron, que c'est un problème qui dépasse la politique, c'est un problème presque de relation charnelle. Un président de la République doit avoir une relation charnelle avec son pays, doit comprendre son peuple, et lui, il ne comprend rien au peuple français. Il vit dans sa sphère, il apparaît comme un techno déconnecté et arrogant qui, d'une certaine manière, méprise les Français et maintenant méprise même leur douleur et la douleur des familles. Et ce qui est terrible, c'est quand il retrouve une certaine notoriété, c'est lorsqu'il a une formule en anglais « for sure », qui, là, à l'échelle du monde, frappe, marque, plaît, mais quand il doit parler des Français en français, et là, il n'y a plus personne. Non. C'est particulier, c'est sidérant d'ailleurs, Georges Fenech. Moi, je me souviens d'un Jacques Chirac, d'un Nicolas Sarkozy, en recevant à l'Élysée des familles de victimes. Vous voyez toute la différence. Et là, c'est un coup de poignard dans le cœur des parents, de la maman, du papa de cette malheureuse fillette, que de leur dire finalement, votre fille a été sans doute violée, en tout cas assassinée, mais vous n'avez qu'un droit, c'est de vous taire. On ne veut pas entendre de récrimination de quoi que ce soit. Voilà. Et d'ailleurs, attendez, parce que ça n'est pas acceptable que vous manifestiez. Eh ben non. Parce que le cri, Philippe Devilliers a raison de le dire, le cri est une nécessité quand on a de la douleur et voire de la colère. Il faut laisser le peuple l'exprimer. Marie-Laure nous appelle depuis Marseille. Bonjour Marie-Laure. Oui, bonjour Monsieur Deval, merci de prendre mon appel. Vous êtes la bienvenue sur cette émission.
Merci, oui, tout à fait, parce que effectivement, non, je veux dire, je ne peux plus entendre le président. Et pourtant, bon, j'ai du respect pour la fonction, je sais que c'est pas, mais trop de mots blessants, comme disait Monsieur Goussnek, pour les parents. Je veux dire, de parler de cris, enfin, je veux dire, à des parents qui ont perdu un enfant. Je veux dire, nos jeunes, il y a beaucoup d'histoires, malheureusement, de décès, de jeunes qui sont agressés. Je ne peux plus. C'est difficile en tant que parent, en tant que citoyen. Je veux dire, moi, je n'ai pas voté pour qu'on me dise qu'il faut... Je veux dire, quel cri ont fait les parents? Ils ont manifesté, des personnes, des parents sont allés dignement manifester, montrer leur solidarité à cette famille, voilà, à ces familles. Et je veux dire, ça suffit, ce président. Je veux dire, et pourtant, alors j'ai une petite anecdote, si vous avez quelques instants. J'ai voté pour M. Macron en 2017 et je n'ai pas compris les gilets jaunes au départ. J'avais même écrit, parce que bon, c'est vrai que nous qui travaillons durement, bon, c'est pas évident, et lui il prônait au départ sur le travail. Donc j'avais même écrit pour la première fois de ma vie à 50 ans au service de l'Élysée. J'avais même reçu une réponse des services en disant les cahiers de doléances. J'avais soutenu ce président et je veux dire c'est intolérable, intolérable. Je compte pas les jours parce qu'on ne sait pas les dates de la prochaine présidentielle, mais je veux dire ça va être très long. C'est très long, très long. Je veux dire, c'est impossible d'entendre. Alors je sais pas sur quel réseau il est. En plus j'entends. Moi j'ai même pas de réseau. Enfin bon bref, lui il a du temps pour ça. Moi j'ai du temps juste pour aller travailler, m'occuper de mes fils, m'occuper de ma famille. Mais lui il a beaucoup de temps pour les réseaux et surtout pour dire ceci. C'est une honte. Enfin, moi, je pense comme beaucoup de Français. Et ce n'est pas parce que j'ai entendu dire il n'est pas parent. Moi, j'ai des amis qui n'ont pas pu être parents, des amis très chers qui n'ont pas pu être parents. Mais jamais, je dirais, il y aurait ce commentaire. Je veux dire, non. Monsieur le Président, prenez en compte la souffrance des Français, prenez en compte l'état du pays dans lequel vous le laissez. Je veux dire, pour quelqu'un qui a soutenu au départ, qui avait de grands espoirs, c'est... Ah non, une colère contenue. Nous ne crions pas. Nous ne sommes pas comme certains qui cassent, qui, voilà, pour en plus des prétextes. Enfin, c'est intolérable. Ce qui arrive à notre pays, moi, ça me mal au cœur. Je veux dire, je suis, voilà. Mais j'entends parce que, vous savez, c'est la France des honnêtes gens. Celle qui souffre en silence, qui subit soit les caricatures, les attaques, ou alors ces phrases qui sont complètement déconnectées de ce que vivent ces Français. Et vous avez eu raison de rappeler, Marie-Laure, que malgré la colère, la souffrance, l'injustice que peuvent vivre ces Français, vous n'allez pas voir effectivement des magasins saccagés, des voitures brûlées et des forces de l'ordre attaquées. C'est la France des honnêtes. Il est 11h16, Marie-Laure, je vous embrasse très fort. Il fait beau à Marseille ? Merci. Il fait très beau, un petit vent très agréable. Donc voilà, profitons. Oui, mais gardez le Mistral, Marie-Laure, parce que vous savez que moi je suis régulièrement dans le sud-est, un peu plus à l'est que vous, c'est-à-dire du côté de Nice. Et depuis quelques mois désormais, il y a pas mal de vent sur le littoral. Complètement, et donc, gardez votre Mistral, s'il vous plaît. Évitez que lorsqu'on atterrit à Nice, on soit dans une angoisse absolue. Voilà. Donc, si vous pouviez dire au vent de rester chez vous, ça me ferait du bien. D'accord, Marie-Laure ? Pas de problème. Je vous embrasse. Pas de problème. Merci en tous les cas. Merci de nous donner la parole. Allez, Paris. Après la mort de Liana, Emmanuel Macron a déclaré « On ne répond pas à un drame par des cris ». Qu'en pensez-vous ? Sur Europe 1, on veut vous entendre. 01 80 20 39 21 pour intervenir, réagir ou témoigner. A tout de suite, Elliott Deval vous revient dans un instant, 11h17 sur Europe 1. Avec cette phrase prononcée en Conseil des ministres, donc en milieu de semaine, fait l'effet d'une bombe. Et c'est là aussi un nouveau traumatisme pour les Français qui ont la sensation que le président ne comprend pas sa population. Je vous propose d'écouter Maude Brejon, qui est la porte-parole du gouvernement et qui relaie donc la déclaration du président de la République. Pas très à l'aise. On ne répond pas à un drame par des cris. La précipitation et la démagogie sont des réponses qui ne sont pas à la hauteur et qui ne sont pas respectueuses. Ce sont les mots, je le redis pour être très clair, du président de la République que je vous ai scrupuleusement et rigoureusement relaté. Et on sent, rien que dans la voix, on a connu Maude Brejon bien plus ferme, du moins
en adéquation peut-être avec les propos qu'elle a dû relayer en sortie de conseil de ministre. Dominique nous appelle, Vincent également. On va prendre le Bordelais d'abord. Vincent, bonjour Vincent. Bonjour messieurs. Ravi de vous avoir en direct sur Elliott de Vallée-vous. Bonjour à vos auditeurs. Pour répondre à la question, pour moi c'est un mépris de la part d'Emmanuel Macron. Il n'est pas à la hauteur, je vais dire encore, il n'est pas à la hauteur. Il a qu'un problème d'exemplarité, ou on a un problème en France d'exemplarité. On a un problème aussi, à mon avis, de conscience professionnelle. Je pense à la gendarmerie, je pense au procureur, au service du procureur. Quand il voit passer des dossiers comme ça, je ne comprends pas comment il les laisse traîner. Il faut qu'ils rendent des comptes. Personne ne rend des comptes maintenant dans le pays. Tout le monde est irresponsable, c'est la faute à personne. Un chef, c'est fait pour cheffer, comme vous le dites assez souvent. On a notre ministre qui a pris le poste, qui fait tous les postes, et qui a pris le poste, je parle de Gérald Darmanin. Il est responsable d'une équipe. Pour moi, il doit endosser la responsabilité. Il a accepté, donc il assume. Eh ben, c'est ce qu'il fait, puisqu'il est allé dès le vendredi aux 20h de TF1 pour présenter ses excuses, annoncer une enquête, 2 enquêtes judiciaires, une menée du côté de la gendarmerie, l'autre du côté de la justice. Il a enchaîné les interventions publiques cette semaine face à des Français qui partagent votre colère et qui avaient besoin de réponses, à tel point, Vincent, que le sondage proposé par le Figaro hier montre quoi ? Montre que les Français sont désabusés du système judiciaire dans lequel nous sommes, mais ne veulent pas engager la responsabilité et n'appellent pas à la démission de Gérald Darmanin. Il y a 6 Français sur 10 qui pensent ça, mais vous avez le droit évidemment de penser l'inverse. Oui, non, mais je l'entends qu'au sein de la magistrature, il y a une idéologie, il y a une façon de penser qui est biaisée, qui n'est pas corrigée. On peut parler des niveaux juste au Conseil supérieur de la magistrature. Mais moi, je me mets à la place de tout citoyen français qui travaille, par exemple, dans le privé. Vous avez une organisation, vous avez un chef, et quand le chef il fait une faute, faut qu'il prenne ses responsabilités. Au-delà de dire j'ai fauté, si la faute elle est aussi grave que celle qu'elle est, parce qu'elle est grave cette faute, c'est le pire, c'est le pire. Et il dit pas c'est quoi, vous me le dites, il passe à la télé, il passe à la radio, mais c'est pas ça, c'est pas la démarche. Et s'il veut lancer une dynamique, monter, on a un problème d'exemplarité en France. S'il veut montrer l'exemple, il dit ok, j'ai fauté, j'en tire les conséquences. On met quelqu'un d'autre à ma place qui sera meilleur que moi. Il va falloir de toute manière refondre tout le système. Le logiciel français sur beaucoup de sujets ne fonctionne pas. Ah, mais ça, il va falloir qu'on remette en cause. Il faille renverser la table, vous avez entièrement raison, et les Français sont en attente de ça, d'une révolution pénale. Mais vous parliez de la responsabilité de Gérald Darmanin, c'est-à-dire qu'il aurait dû assumer ses responsabilités. Force est de constater qu'une majorité de Français considèrent qu'il a assumé ses responsabilités. Je ne suis pas d'accord. Non, mais c'est d'ailleurs, vous avez le droit d'être pas d'accord, cher Vincent. Non, mais moi, mon avis, c'est qu'il faut qu'il y ait des responsables. Et que ces responsables, quand ils ne font pas leur travail, ils en prennent les responsabilités. Et même pour les autres dossiers qu'on aura demain, les autres drames, s'il n'y a personne responsable, on a un bateau qui est à la dérive complète. Couler. Mais ça, le Titanic qui est en train de couler, malheureusement, on le voit depuis trop d'années. Mais vous avez entièrement raison. Possible. Donc, il faut changer le logiciel, on est d'accord là-dessus. Les responsabilités individuelles, Vincent, on va les découvrir non pas dans 6 mois, mais dans un peu moins d'1 semaine, puisque les 2 enquêtes administratives qui ont été menées, elles seront rendues publiques dans moins de 10 jours. Donc ça va aller très vite, vous savez, Vincent. Excusez-moi, mais je pense que c'est plus grave que ça. Moi, je pense qu'il y a un mal profond. Évidemment, je pense qu'il y a un mal profond au sein des institutions. Je pense que chaque personne est formatée maintenant pour cocher une case et on lui dit mais t'as coché la case, t'as fait ton boulot. Mais comment alors d'aujourd'hui ces gendarmes peuvent avoir leur conscience à se dire qu'ils ont vu des dossiers passer de cette importance et qu'ils ne les ont pas traités? Comment il n'y a pas eu de l'alerte au rectorat? Comment il n'y a pas eu de l'alerte au sein de l'école? Comment il n'y a pas eu de l'alerte au sein de la mairie? Mais bien sûr.
c'est anormal. On demande à chacun. En fait, on a contraint chaque Français à rester dans sa case. Mais il faut avoir, dans cette démarche-là, il faut avoir une autre logique. Il faut avoir une logique déjà, ils devraient aimer leur prochain. Là, la base de la base, c'est quand ils voient un problème, c'est s'en mêler et essayer de trouver une solution, le signaler jusqu'à qu'il y ait une réaction. La démarche de Gérald Darmanin, c'est de signaler, de dire ok, on a vu, on va faire un audit, on va regarder les responsabilités, on va faire tomber 2 têtes de gondole. Mais vous verrez malheureusement des drames comme ça, si on reste sur cette logique-là, ils se reproduiront tout l'été, jusqu'à l'année prochaine, jusqu'aux prochaines élections, et peut-être après. Jusqu'à la présidentielle, malheureusement, je doute qu'il y ait cette fameuse révolution pénale. Mais je vais vous dire, même après la présidentielle, il faudra du temps pour renverser cette fameuse table, Georges Fenech. Mais il faut le renverser maintenant, cette table. Georges Fenech, il faut la renverser maintenant. Merci beaucoup, Vincent. Il y a quelques années, la formule qui faisait Flores, c'était responsable mais pas coupable. Oui. Aujourd'hui, on pourrait rajouter ministre en exercice mais jamais responsable. Parce que la responsabilité, c'est pas forcément la culpabilité. C'est je suis à la tête d'un ministère et le ministère dysfonctionne. La décence aurait voulu qu'il présente sa démission comme dans n'importe quelle démocratie ça aurait été fait. Et que peut-être le Premier ministre et le Président de la République lui disent non, tu restes dans tes fonctions. Mais c'est ce qu'il avait fait au moment de la loi immigration, Georges Fenech. Là, excusez-moi, mais d'aller sur le terrain de la responsabilité de Gérald Darmanin, qui est le seul, mais je sais, vous avez le droit, mais moi je ne partage pas le vôtre. C'est-à-dire que je préfère un ministre qui pour la première fois vient au 20h présenter ses excuses, plutôt qu'un ancien ministre du sentiment d'insécurité, quand on parle de l'affaire Lola ou des drames qui ont suivi, qui vous disent « halte à la récupération ». Attendez, moi je considère que Darmanin est un bon politique, courageux, incontestablement, j'ai de l'estime pour lui. Je dis que dans une affaire qui a vraiment secoué le pays de cette façon-là, la décence aurait voulu dire « voilà, je remets mon portefeuille sur la table pour que quelqu'un d'autre peut-être puisse prendre le relais. La décence. Écoutez, moi vraiment, alors pour le coup, je partage pas du tout votre idée. Il y a plus jamais de responsable.